Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons une traduction simultanée français-anglais, donc pour les personnes parmi vous qui n'ont pas de casque, n'hésitez pas à aller en récupérer devant la salle. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci de votre attention. Il est pas aisé de faire la transition vers les échanges qui suivront et on a pensé que la meilleure manière de le faire était de commencer avec un échange avec le réalisateur Hassan, qui est parmi nous. C'est vraiment une grande chance. Donc, Hassan, may I please ask you to join on the set? Je vous en prie, Hassan. Alors, nous venons d'apprendre que Mediha est au téléphone et Hi, qu'elle Mediha. souhaite vous dire un mot, je Hi. crois. Hi, everyone. Bonjour. Bonjour à tous et à tous. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Hi, I'm Mediha. Bonjour, Thank je you m'appelle for Mediha. watching my movie. Je vous remercie d'avoir vu mon film. Now I am in New York City. Je suis actuellement à I'm New a York study and et be a city girl. je fais des études. Okay, Medea, thank you for J'habite saying hello. dans la grande ville. We'll catch up later, Merci okay? Mediha. On se Okay, parle tout à bye, l'heure. guys. Thank Bye. you very Au revoir. much. Thank you. I think she very insisted to Yes. say, Elle tenait beaucoup à dire quelques mots au public aujourd'hui. Oui, elle adore se rendre au festival, mais pour l'instant, elle ne peut pas voyager. Donc, elle tenait beaucoup à juste dire quelques mots. Hassan, let's start from the Hassan, start, from the very beginning. commençons par le début. Of course, there's a lot to say about the film, about all the. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur le film, sur les questions qu'il soulève. Nous avons beaucoup d'étudiants ici dans la salle qui travaillent sur le terrain ou qui travaillent sur la justice transitionnelle ou sur le droit international, ou voire les relations internationales. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il est vrai, mais ce débat sera suivi par une discussion avec le public. Vous aurez la possibilité de poser des questions à nos intervenants et à Hassan qui restera avec nous jusqu'à la fin et ensuite au café ou au bar pour un petit verre. Donc tout d'abord, je vous remercie d'être avec nous, Hassan. Commençons par le début. Je suis sûr que le public aimerait bien savoir comment est-ce que vous avez rencontré Mediha et pourquoi vous l'avez rencontré et pourquoi vous avez décidé de donner la caméra à Mediha, puisque si je comprends bien, ce n'était pas l'idée originale. Non, ce n'était pas l'idée d'origine. Lorsque le génocide a eu lieu en 2014, je savais que c'était une histoire que je voulais raconter. J'étais nouveau dans l'industrie du cinéma. J'avais peu de ressources ni d'expérience afin de raconter l'histoire, comment je voulais la raconter. En 2019, j'ai lu un article comme quoi il y avait au moins 3000 Yazidis qui étaient encore portés disparus. Et c'est pourquoi je me suis rendu en Irak. Mais je savais que ce n'était pas mon histoire à raconter, mais mon rôle, c'était plutôt de donner les outils à la communauté yazidi de raconter leur propre histoire. Ce qui m'intéresse, c'est la relation de pouvoir entre celui, le réalisateur d'un film et le public et les spectateurs. Et très souvent, c'est le réalisateur qui a le pouvoir afin de raconter l'histoire comme il entend, et puis ensuite de bénéficier de ces images et du film
et de sa réception par le public. Alors, j'étais inspiré par un documentaire que j'avais vu il y a 20 ans sur les enfants de rue à Calcutta, où ils ont appris à filmer eux-mêmes. Et c'est un des premiers documentaires que j'avais vu. Alors, c'était un film qui s'appelait The Missing, Les Disparus, qui se focalisait sur les communautés yézidis et les tentatives de les secourir. Ensuite, j'ai rencontré Mediha et ses frères, et le film n'aurait pas pu avoir lieu sans cette rencontre fortuite dans les camps. Je travaillais avec ces équipes de secours et Annalise Meka avait un atelier de photographie dans le camp pour les filles, mais un garçon curieux n'arrêtait pas d'interrompre. Il s'agissait de Gazwan, qui voulait absolument participer dans cet atelier, mais en tant que survivant, en tant que garçon, il n'avait pas le droit de participer dans cet atelier, parce que c'était un atelier pour les filles, pour les survivantes. Annalise a dit, bon, il faut absolument que vous rencontrez ce garçon. Et comme vous voyez dans le film, c'est un garçon qui mérite son propre film, puisqu'il a une histoire à raconter, il a du charisme également. J'adore ces garçons, je les adore. J'ai vu tout de suite que c'était des garçons avec beaucoup de caractère et que c'était compliqué de partager leur histoire, mais ils font partie de ce film. Alors, ils étaient prêts à contribuer également. Ma collègue dit qu'il s'agit d'une co-création. C'était un film joint entre vous et ces enfants. Dès le début, ces garçons ou ces enfants étaient prêts à travailler avec vous. Oui, le premier jour, j'ai rencontré Mediha. Gazwan nous a amenés à son camp et Mediha était assise dans un coin. Peu de temps après la première vidéo qu'elle avait faite, et elle avait quelque chose. Elle jouait avec les caméras, elle posait énormément de questions. Et dans notre expérience avec les filles, très souvent, elles sont plus réticentes, elles sont timides, elles parlent à peine. Elles n'ont pas cette énergie qu'a Mediha. Et nous avons décidé tout de suite de dire, Mediha, est-ce que vous voulez faire ce film avec nous? Les documentaires pour cette communauté sont peu connus. Très souvent, ce sont des enfants qui ne connaissent pas cette modalité. J'ai dû donc tout apprendre à Mediha. Et ensuite, quand j'ai vu les premières images, et le papillon est une des premières choses que Mediha avait filmées, j'étais surpris par sa capacité de filmer dès le début. Dès le début, ce sont des choses qu'elle a dites elle-même. Personne ne voulait m'écouter. Elle disait, je sais que nous avons quelque chose de très important à raconter. Mais tout de suite, toutes ces émotions sont sorties. Elle avait tellement de choses à raconter et elle expliquait que le film, elle avait baptisé Osmo. Le film était comme un ami, son seul ami à l'époque, qui voulait l'écouter. Elle ne connaissait pas le concept d'un thérapeute, mais le film était une sorte de thérapie. Maintenant, elle suit une thérapie, mais pour la première fois, en partageant ses émotions avec le camarade, elle se sentait bien dans sa peau. Et donc, nous étions là également pour la protéger. C'est un des principes de base pour effectuer des documentaires. Il faut protéger les participants. Nous avons fait venir des réalisatrices, des psychologues. Nous essayons de l'expliquer, le processus de documentaire. Oui, vous parlez à une caméra, mais des millions de personnes pourraient éventuellement voir ces images. Et dans un documentaire indépendant, il est possible que, en fin de compte, le film ne soit pas complété.
Mais après, il y a le processus des festivals. Pendant 16 mois, nous avons pu montrer ces films, projeter ces films partout. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Très souvent, c'est plus compliqué pour les documentaires. Donc, nous avions tout à apprendre à Mediha. Nous ne voulions pas promettre trop à Mediha pour dire que ce film allait lui changer la vie. Alors, ce film était également un moyen de soutenir Mediha. Oui, nous avions eu beaucoup d'ateliers sur le consentement. Elle était toujours libre de partir si elle voulait quitter le projet. Mais en fait, c'était le contraire. Vous voyez bien, elle est extrêmement forte. Elle voulait toujours participer. Et elle ne comprenait pas pourquoi on lui demandait d'arrêter. Elle avait quelque chose à partager avec le monde. Mais nous essayons de la protéger. Alors, ce qui m'intéresse, c'est cette puissance dans ce qu'elle dit. Open and close the film. Au début et à la fin du film. Elle est abritée quand elle parle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Elle dit. Et puis tout au début du film, quand elle dit « Je m'isole parce que j'ai besoin d'être seule pour parler ». Alors c'est intéressant de voir qu'il y a une impossibilité pour elle de partager ce qu'elle a vécu, mais en même temps, elle a besoin d'être entendue, de raconter ce qui lui est arrivé, afin de sensibiliser le monde et d'avoir une voix. Oui, tout à fait. Et cela a commencé dès le début, lorsqu'on lui a donné les caméras. Elle s'est rendue à plusieurs festivals aux États-Unis. Elle voit le film 3, 4 fois à chaque fois. Et à chaque fois, elle tient beaucoup à regarder le film. Elle l'a vu 150 fois. Et elle dit, je ressens toujours cette puissance maintenant que je me vois à l'écran. Je suis très fière, elle dit. Et elle est fière de son message, fière de son film. Et c'est quelque chose qu'elle ressent encore aujourd'hui dans des débats, dans les forums. Et je crois qu'elle a maintenant récupéré un sentiment de puissance avec ce film. Tout à fait. Et puis, c'est un équilibre difficile à trouver, non? Entre ce sentiment de puissance, quand vous lui donnez la caméra, quand vous lui donnez la possibilité de participer dans le processus de réalisation d'un film. Et là, aujourd'hui, elle voulait participer, elle tenait beaucoup à communiquer avec le public. C'est aussi un sentiment de puissance qu'elle a grâce à ce processus. Mais vous êtes un réalisateur professionnel. Vous voulez pas victimiser à nouveau cette fille à cause de cette couverture médiatique, de quelque chose qu'elle avait du mal à anticiper au moyen et long terme. L'impact de cette expérience pour Mediha. Pourriez-vous me dire quelque chose sur cet équilibre difficile à trouver de point de vue éthique en tant que réalisateur, en tant qu'homme blanc? Comment gérer cette contradiction? Et ensuite, je crois que nous passerons la parole à nos intervenants. Oui, c'est une question importante. Et nous essayons de répondre à cette question dès le début. Moi, je suis un homme blanc, je ne viens pas de cette communauté ni de cette région. Et j'essaie de raconter l'histoire d'une fille de 14 ans qui a survécu à ces atrocités. La première chose à faire, c'était de leur promettre du temps. Nous ne voulions pas faire quelque chose du jour au lendemain, nous voulions leur accorder un certain temps et d'éviter de victimiser cette communauté encore une fois. Et vous verrez dans le film, il n'y a pratiquement pas de détails des atrocités sexuelles qu'elle a subies. Mediha a orienté
le projet depuis les débuts. Elle ne voulait pas parler des politiques entre les Kurdes, les Turcs et les Irakiens, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans le film. Le processus a été orienté par Mediha. Mais bien sûr, c'est un film documentaire et au fond, il y a des questions d'exploitation qui se posent. Les réalisateurs qui gèrent l'histoire comme ils souhaitent le montrer. Et en effet, Mediha avait joué un rôle actif dans ce processus. Il y a des scènes qui étaient bien sûr difficiles à tourner, mais c'était Mediha qui a géré le tournage de ces scènes-là. Pour que le docteur Nemam, par exemple, qui a essayé d'aider des femmes, oui, c'est un sujet compliqué. Mais aucune femme nous a demandé de ne pas montrer ces images. Au contraire, elles nous ont expliqué que c'était une question compliquée et que ça leur faisait plaisir qu'on en parle. Et Mediha a géré ce processus grâce à son désir de partager son histoire. Et j'espère que nous avons pu sauvegarder son avenir, que je crois est maintenant très encourageant. Et nous avons essayé de la protéger tout à travers ce processus. Puisqu'en fin de compte, elle doit avoir des bases solides. Et bien sûr, c'est compliqué pour une fille aussi jeune qui parte vivre dans une grande ville après un passé aussi tragique. Mais maintenant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour la protéger, pour qu'elle ait un avenir prometteur. C'est une personne remarquable. Et en général, dans ces festivals, elle parle beaucoup et je le laisse parler. Je vois une force incroyable qu'elle a. Donc, c'est encore le début de l'histoire pour elle. C'est la fin du film, mais pour elle, c'est le début de son histoire. La porte est ouverte vers l'avenir. Alors, avant d'accueillir nos invités, nos autres intervenants, malheureusement, nous allons passer à la prochaine discussion, mais nous vous entendrons à nouveau, nous vous écouterons à nouveau après. Je sais que vous êtes nombreux à bien connaître le festival. Pour moi, ce film me rappelle beaucoup un autre film qui a été primé il y a 2 ans, Edward Sunrise, sur une survivante arménienne de l'esclavage sexuel après le génocide arménien, qui s'est retrouvée également à New York et qui soulève ces questions fondamentales que nous allons aborder avec nos intervenants, à savoir ce devoir de faire acte de témoin, de témoigner tout en protégeant dans la mesure du possible sa propre dignité et aussi en ayant la possibilité de garder le silence. Décider à quel point l'on veut s'exposer, faire entendre sa voix, pendant quelle période de temps, au nom de quoi. Toutes ces questions sont très importantes. Merci beaucoup, Hassan. Votre film nous aide beaucoup à aborder ces questions difficiles et fondamentales. Et j'espère que nous allons pouvoir poursuivre la discussion. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir nos invités. Dans le cadre de cette discussion, nous avons Ronnie Saïd qui est en visioconférence. Ronnie, je ne sais pas si vous nous voyez. Nous avons l'écran devant nous, donc nous pouvons la voir. La voilà.
Elle est connectée. On la voit. Bonjour, Ronnie. Ravi de vous voir. J'aimerais vous présenter d'abord et ensuite je présenterai Sandra et Clara et nous pourrons mener notre échange. Ronnie Saïd, merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement en Irak. Je vais m'exprimer en français pour présenter nos invités puisque la plupart de notre public est francophone. Formée en relations internationales et en droit. Elle est engagée depuis ses études universitaires dans le soutien aux yézidis déplacés et elle a travaillé, travaille encore avec de très nombreuses organisations ONG, organisations internationales. Et depuis la mise en œuvre de la loi irakienne de 2021 sur les survivants et survivantes yézidis dont nous parlerons dans un instant lors de la discussion. Elle a joué, Ronnie, un rôle absolument essentiel dans l'accompagnement des victimes, dans le cadre du très complexe processus administratif menant à une possibilité de réparation, en veillant à leur soutien et à leur accès à la justice. Et elle a également une importante expérience dans le travail d'enquête et de documentation des crimes commis par Daesh. Nous accueillons également Sandra Orlovic. Sandra est juriste, responsable de la division justice transitionnelle au sein de l'Organisation internationale pour les migrations, où elle a dirigé le programme de réparation en Irak de 2020 à 2024. Dans ce cadre, Sandra a contribué à la conception et à la mise en œuvre de cette fameuse loi irakienne de 2021 dont nous parlerons. Et avant cela, Sandra a travaillé au Centre de droit humanitaire en Serbie pour la documentation des crimes de masse commis en ex-Yougoslavie, ainsi que dans la mission d'enquête du département d'État américain sur les atrocités contre les Rohingyas. Merci Sandra également d'être parmi nous. Et enfin, ma collègue Clara de la Geneva Academy et de l'Université d'Essex. Clara est avocate et professeure en droit. Experte en droit international des droits de l'homme, droits humains et en justice transitionnelle. Elle rejoint le Global Survivors Fund qui vous a été présenté par Stéphane en introduction en tant que directrice des programmes en 2021, l'année d'ailleurs de l'adoption de la loi irakienne sur les survivants et survivantes yézidis. Clara a plaidé dans nombre d'affaires historiques devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, donc en lien avec les violations massives des droits humains en Amérique latine. Et elle a par ailleurs contribué au travail de la Cour pénale internationale en qualité d'experte sur les réparations pour violences massives de masse sexuelle. Elle a également participé au programme de réparation de victimes au niveau national en Colombie, Pérou, en Irak, au Guatemala et au Chili. C'est vraiment un honneur de vous recevoir toutes les trois. Merci infiniment. Alors, j'aimerais, si vous le voulez bien, commencer avec Ronnie et Sandra. Sur la question de savoir, à partir de ce film, où l'on n'entend pas le récit direct des violations de masse commises et de l'esclavage sexuel, j'aimerais que vous puissiez dire chacune quelques mots sur la particularité de ce type de crime de masse, les difficultés en termes d'enquête et d'investigation. Et j'aimerais par la suite qu'on n'oublie pas de dire également un mot sur les hommes, les petits garçons qui sont très présents aussi dans ce film, donc les petits garçons futurs hommes survivants des crimes commis dans le contexte de la violence de Daesh et en particulier la problématique des enfants soldats. Si l'une d'entre vous voudrait commencer, peut-être Ronnie,
si vous le souhaitez. Est-ce que la traduction fonctionne bien? Yes, I do. Ok. Oui, j'entends bien. Okay, but can you please repeat the first? Est-ce que vous voudriez bien répéter la première partie de la question parce que je ne l'ai pas bien entendue. Alors, les spécificités et les défis que vous rencontrez dans l'enquête et la documentation des violences, les cas de violence sexuelle de masse et d'esclavage, sans oublier les défis que posent les crimes de masse et leurs effets sur les garçons, comme les deux petits garçons que nous avons vus dans le film, et les survivants, les hommes survivants des crimes d'ISIS. D'accord. Alors, sur la base de mon expérience et dans mon travail avec les survivants, je crois que l'un des défis est certainement le fait que la documentation n'est pas faite comme il se doit en Irak. La plupart des femmes ne peuvent pas s'exprimer librement pendant le processus d'enquête, pendant les entretiens. En général, elles sont interviewées par des hommes, ce qui les entrave dans leur possibilité de raconter ce qui leur est arrivé. Et sur la base de mon expérience avec les survivants, et surtout survivantes, je dirais que les entretiens et les enquêtes se passent dans une salle où il y a plusieurs personnes et il est difficile pour ces femmes de raconter les détails très intimes de ces crimes. Ça, c'est donc un des défis. Et comme nous le savons, il y a beaucoup de stigmatisation dans les communautés. Les personnes qui reviennent ne peuvent pas tout dire de ce qui leur est arrivé. En ce qui concerne les enfants soldats et les jeunes hommes qui sont survivants, j'ai fait des recherches sur ces catégories de personnes parce que j'ai toujours pensé qu'on leur prêtait moins d'attention. Alors, lorsque je leur ai parlé, j'ai beaucoup appris sur leur situation et j'ai compris qu'ils avaient traversé beaucoup de choses difficiles. J'ai également appris à leur contact que lorsqu'ils sont interviewés et s'ils parlent des entraînements militaires qu'ils ont subis en captivité, parfois le gouvernement leur reproche ces entraînements et les interroge. Si vous avez suivi un entraînement militaire, vous avez combattu contre l'armée irakienne et ça, c'est un problème. Donc, ces jeunes survivants sont inquiets et ne peuvent pas raconter tous les détails pour ces raisons. Et je pense qu'ils ont du mal à s'intégrer dans la communauté parce qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes de réinsertion et ils sont souvent blessés par les activités ou les entraînements qu'ils ont subis pendant leur captivité avec ISIS. Donc, ils ne peuvent pas trouver un travail et ils ne peuvent pas entretenir une famille. Ils ne peuvent pas avoir une vie normale. Donc, nous avons constaté qu'ils avaient beaucoup de problèmes et j'espère qu'ils recevront l'attention qu'ils méritent. Merci. Sandra, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Alors, la description que fait Ronnie de ces enquêtes, ces entretiens et la procédure, eh bien, c'est exactement comme cela que ça se déroule dans la pratique. Il n'y a aucun moyen de contourner cela. L'administration irakienne n'est pas équipée bien équipée pour ces cas de violence sexuelle. Je ne pense au parquet, mais également aux services de base, le soutien social ou le soutien logistique pour les femmes pour aller voir le procureur, pour être interviewé, pour suivre son affaire. Je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui travaillent pour des ONG, des étudiants de droit. Nous connaissons les normes actuelles en matière d'enquête, en matière de violence sexuelle. D'abord, ne pas nuire,
etc. Et l'Irak est très loin de pouvoir assurer ces normes. On parlera des initiatives tout à l'heure, mais je voudrais peut-être simplement parler du fait que beaucoup de survivants, surtout les femmes et les filles yézidis, ont déjà fait des déclarations à maintes reprises aux ONG internationales, aux autres institutions qui recueillent leurs témoignages dans le cadre des enquêtes et dans le cadre du processus de demande de réparation. Nous avons lutté contre cela, mais nous n'avons pas eu gain de cause. Nous pouvons y revenir aussi. Je crois que c'est quelque chose qui rappelle d'autres contextes et en tant qu'avocat des droits humains, en tant que membre de la communauté des droits humains, nous devons prendre à bras le corps ce problème de la surdocumentation des affaires qui force les survivants à répéter encore et encore. Et avec une retraumatisation. Oui, exactement. Karim Khan du tribunal pénal international a dit qu'il avait rencontré une femme dans un camp qui avait été interviewée 42 fois après son viol collectif. Et je crois que dans le cas des Yézidis et de l'Irak, nous avons un exemple parfait dont nous pouvons discuter. Oui, et la protection des témoins aussi est très complexe. C'est toujours très complexe, mais dans ce contexte précis, avec ce type de crime de masse, la protection des témoins revêt une importance particulière. Et c'est très difficile avec beaucoup de dangers. Alors, ne pas nuire, protéger, éviter la retraumatisation. Sandra, peut-être voudriez-vous dire quelque chose sur les femmes violées et les enfants qui naissent de ces viols? Parce que c'est le tabou des tabous. C'est le plus grand des tabous et c'est peut-être la situation de la mère de Média. On se demande si son ravisseur lui a fait un enfant. Oui, peut-être qu'on peut d'abord donner la parole à Ronnie, qui travaille avec les communautés. Merci beaucoup, Sandra. Alors, la situation est très compliquée et pour être honnête, en général, nous ne pouvons même pas en discuter en Irak parce qu'on ne sait jamais quelle réaction cela va susciter, comment les gens vont réagir. Il y a bien des problèmes à cet égard. Le premier, c'est que, bon, en 2 mots, l'Irak est actuellement un pays musulman. Le deuxième article de la Constitution dit que l'islam est la religion de l'État et les lois ne doivent pas ne doivent pas contrevenir avec l'islam et les enfants doivent être enregistrés en tant que musulmans. Si les yézidis reviennent avec des enfants de pères inconnus, ces enfants sont enregistrés comme musulmans. Donc, le gouvernement n'a pas essayé de résoudre ce problème. Le gouvernement aurait pu déclarer une exception, dire que les enfants pouvaient être enregistrés à l'état civil sous le nom de leur mère. L'État aurait pu faire quelque chose depuis le temps. Deuxièmement, nous savons que la religion yézidi est fermée. Et donc, les yézidis n'acceptent pas cet état de fait. Le dirigeant religieux a dit « Nous accepterons tous ceux qui reviennent, toutes celles qui reviennent ». Mais ensuite, il y a eu des réactions très agressives ou négatives, disons-le comme cela. Et les familles des victimes ont même dit « Nous n'acceptons pas ce retour » en disant « Nous ne pouvons pas élever un enfant dont le père a tué nos frères, nos mères, nos pères et a violé cette femme
l'enfant est né sans le consentement de la mère. Donc, les familles même des victimes étaient clairement contre le retour de ces personnes. Et c'était comme si l'affaire était close, que le sujet était clos dans notre communauté. On ne pouvait pas en parler. Et je sais que beaucoup de femmes décident de ne pas retourner dans leur pays aujourd'hui parce qu'elles ne veulent pas abandonner ces enfants. Certaines sont retournées et ont dû repartir parce elles avaient abandonné leurs enfants et nés des viols d'ISIS et c'était insupportable. Je ne suis pas très optimiste pour l'avenir proche. Il y a le problème de la religion yézidi, ensuite le gouvernement irakien qui dit que les enfants de pères inconnus sont forcément enregistrés comme musulmans. Il y avait aussi l'idée que les enfants avaient été indoctrinés et pourraient être un problème pour la communauté. Peut-être que les enfants vont voir les yézidis comme des infidèles et cela pourrait être préjudiciable. J'espère que nous allons pouvoir trouver une solution, mais je ne m'attends pas à grand-chose pour l'instant. Oui, cela me fait penser à quelque chose que Hassan pourrait expliquer peut-être mieux que moi, mais quelque chose qui me disait avant la projection du film qu'il n'y avait pas de trace de la mère de Medira et du petit frère. Et c'était cette idée d'anéantissement, de vide, qui reflète cette situation de tabou. Vous avez mentionné le gouvernement irakien. Sandra, peut-être que vous pourriez nous dire quelque chose sur cette loi sur les survivants de 2021, sur les survivants yézidis, qui tente de préparer un cadre pour les demandes de réparation. Vous avez joué un rôle actif dans l'élaboration de cette loi, il me semble. Oui, la loi a été adoptée en mars 2021 par le Parlement irakien et beaucoup de gens l'appellent la loi de Nadia Murad. Je ne sais pas si vous connaissez Nadia Murad, mais c'est peut-être la survivante yézidi la plus célèbre, puisque c'était la première à parler en public de son vécu et quelqu'un qui a fait beaucoup pour la cause des yézidis, qui plaidait pour ces réparations. En 2018, elle a reçu le prix Nobel de la paix et son plaidoyer a été quelque chose d'exceptionnel qui a été reconnu par toute la communauté des droits de l'homme. La loi sur les survivants yézidis se concentre sur la question des réparations pour les survivantes yézidis et les survivantes d'autres groupes minoritaires, les chrétiens notamment, dans cette partie du monde, mais qui ont été moins visés que les yézidis, mais qui sont néanmoins reconnus par la loi comme des minorités ciblées. La loi touche également sur la situation des enfants qui avaient été enlevés et les hommes, certains hommes qui avaient survécu à ces épisodes d'exécution de masse. Quelques hommes également ont survécu. C'est une loi qui reste sur le papier quelque chose d'extraordinaire, qui parle des réparations, qui dit que les enfants ont le droit à bénéficier d'une certaine aide. Je dois dire également que la tradition en Irak est une tradition très généreuse. Et le gouvernement irakien avait déjà pris des mesures pour soutenir des femmes yézidis par le passé.
par exemple en accordant une aide financière. Mais cette loi est très importante puisqu'elle reconnaît de manière officielle que ce qui est arrivé à ces femmes et ces communautés en Irak est un génocide, un crime contre l'humanité. Et dans le premier article de cette loi, on trouve une liste des différents types de violences sexuelles qui ont subi ces femmes. Et c'est la première fois dans le monde islamique que la législature, les autorités d'un pays ont reconnu la violence sexuelle et l'esclavage sexuel et l'avortement forcé dans ces épisodes de manière aussi claire. C'est également la première fois que des réparations sont accordées aux victimes de violences sexuelles. À l'heure actuelle, alors, la loi a commencé à être mise en œuvre en 2022. Il y a eu énormément de défis dans la mise en œuvre afin de mettre en place un système pour faciliter le programme de réparation. Il fallait donc créer un organe gouvernemental qui ne fonctionne pas bien, je dois dire, qui n'a pas fourni des services similaires à leurs citoyens, sans parler des victimes de ces violences. Alors, entre 2022 et aujourd'hui, environ 2300 femmes ont été reconnues comme survivantes. Environ 400 vivent à l'étranger. Elles ont été identifiées également dans le cadre de ce programme et elles ont commencé à recevoir un salaire mensuel, environ $600 américains par mois. Elles ont été soutenues également pour retourner à l'école. Mais en fait, en pratique, en réalité, il est très difficile pour ces femmes de retourner à l'école et Clara pourra en parler davantage. 300 de ces 2300 ont reçu une parcelle de terre également à Sinjar, dans la région d'où elles viennent. Et il y a également des tentatives, je dirais, hybrides, afin de leur soutenir avec des services psychosociaux de santé mentale, également survivantes. Mais le système de santé n'est pas très fonctionnel déjà en Irak, donc les services psychosociaux sont très difficiles à fournir. Et je dirais encore une chose sur les femmes et les enfants nés des viols. Dans le projet de loi qui a été soumis d'origine, les enfants nés de viols par des femmes yézidis ont été reconnus comme un groupe de victimes. Mais dans les versions modifiées finales de cette loi, les représentants du parti politique yézidi qui ne sont pas d'accord entre eux. Ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, d'ailleurs. Mais là, ils étaient d'accord. Ils ne voulaient pas que cette idée soit incluse dans la loi. Oui, ils ne voulaient pas accorder le statut de victime à ces enfants. Leur argument, c'est que la communauté doit décider d'elle-même. Il ne faut pas imposer quelque chose, une solution à la communauté yézidi. Et ils ne souhaitaient pas que les enfants soient reconnus comme un statut de victime dans la loi. Personnellement, lorsque je suis arrivé en Irak, moi je travaille sur les questions de droits humains, je suis militante, et donc pour moi, ces enfants étaient forcément des victimes. Et il fallait faire quelque chose pour ces enfants et pour ces mères également. Il n'est pas compréhensible pour moi que ces enfants ne soient pas acceptés comme victimes. Mais
Au fil du temps, j'ai commencé à évoluer dans ma façon de penser. Je vois qu'il y a énormément de pression sur la communauté yazidi d'accepter ces enfants. Et j'ai évolué puisque maintenant, à l'heure actuelle, je trouve qu'il n'est pas juste de forcer la communauté yazidi d'accepter ces enfants. Je sais qu'il est très difficile de le dire, mais c'est une communauté qui a vécu un génocide. C'est une communauté endogame qui se marie entre eux, et c'est un principe clé de leur religion. Alors, est-ce que c'est vraiment à nous, à quelqu'un de l'extérieur, de leur imposer quelque chose, de leur dire qu'il faut changer la religion, changer la mentalité afin de s'aligner aux valeurs occidentales des droits de l'homme? C'est une question très difficile. Comme l'a dit Ronnie, c'est une communauté vraiment partagée, vraiment divisée. C'est une question très difficile à traiter. Merci, Sandra. Nous savons qu'il y a la question de l'impunité, qu'il y a également un problème de reconnaissance de ces enfants en tant que victimes dans ce contexte de violence de masse. Ce qui m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui peut être fait autrement en termes de réparation? Et je ne parle pas des réparations judiciaires, mais d'autres formes de réparation. Est-ce qu'il faut vraiment des plaintes pénales afin d'obtenir ces réparations? Je sais que vous, Clara, vous avez travaillé sur les questions, sur les programmes de réparation et sur des mesures de réparation autres que ces mesures judiciaires. Donc, au Fonds mondial des survivants, qu'est-ce que vous avez fait avec des survivantes yazidis à travers ces projets et des mesures de réparation? Merci. Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici et de représenter le Fonds mondial pour les survivants et de vous raconter ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Le Fonds mondial pour les survivants est une organisation qui a été fondée par Nadia Murad, entre autres, et le docteur Mukwege et d'autres survivantes, afin de faciliter un accès aux réparations pour les survivants de violences sexuelles. Nous effectuons un plaidoyer, nous donnons des orientations également avec les survivants. Donc, ce sont des programmes que nous avons conçus avec les survivants et les survivantes des violences sexuelles notamment, afin de rendre la vie des mesures qui ne sont pas des réparations et qui ne viennent pas des responsables de ces crimes, mais qui sont une autre type de réparation conçue par les survivantes elles-mêmes. Ça peut être des formes de récompense, de rééducation, réhabilitation, une forme de réinsertion scolaire ou éducation, une reconnaissance également de ce qui s'est passé, qui est fondamentale afin de permettre à ces survivants de participer et de faire entendre leur voix. Et tous ces programmes sont conçus avec les survivantes dès le début. Nous pensons qu'il faut les reconnaître comme titulaires des droits afin de leur permettre de faire entendre leur voix. Et c'est ce qui s'est passé avec Mediha. Nous créons un espace pour permettre les survivantes de raconter ce qu'elles veulent obtenir comme réparation et ce qui peut être important pour elles, pour leur permettre de transformer leur vie. En Irak, très tôt, depuis le mois de septembre 2020, avant l'adoption de cette loi, nous avions déjà soutenu un certain nombre d'initiatives créées par Nadia Murad afin de travailler pour les communautés yazidis en Irak.
C'était une partenaire dans ce travail. Nous avons travaillé également avec Mission East, d'autres organisations non gouvernementales en Irak, afin de mettre en place ce projet. Nous avons pu contacter plus de 1000 survivantes à Sinjar et dans d'autres régions. Et après 4 ans de travail, jusqu'à 2024, nous avons travaillé main dans la main avec ces femmes afin de mettre en place ces mesures. C'est un processus qui a pris du temps, mais nous avons réussi à leur donner du temps, un espace, avoir accès à une réinsertion, à une réhabilitation pour la famille, pour la communauté, toute une série de mesures bien structurées, systématiques, un processus qui a évolué sur les 1042 survivantes que nous avons pu atteindre. 76% étaient des femmes et à peu près 34% masculins. Donc, nous avons également soutenu des survivants masculins. 42% étaient enfants au moment où ils étaient enlevés. Donc, vous pouvez imaginer les besoins énormes de ces personnes. C'est un projet qui a été terminé l'année dernière avec un processus de réparation collectif et ils ont mis en place maintenant un monument qui représente leur survie. Ils voulaient un monument afin de représenter leur mémoire collective pour se rappeler de ce qu'ils ont vécu. C'est un monument très beau et quelque chose de très important pour la communauté yazidi, qui se trouve dans un parc à Sinjar, un parc qui sert de mémoire pour la communauté. Donc, il est très beau de voir comment, sur plusieurs années, on peut créer un projet qui change la vie des gens. Nous avons essayé d'évaluer l'impact de nos projets. Tout d'abord, avant de leur accorder des mesures individuelles, la compensation, l'accès à l'éducation, la réhabilitation, la rééducation, d'autres formes de réparation. Nous avons effectué cette évaluation dans 2 temps et je peux vous dire, c'est une évaluation qui a été effectuée par un institut spécialisé aux Pays-Bas, que nous avons également créé avec les survivants. Mais le bien-être des survivants a doublé entre la première enquête et la deuxième. Donc, l'impact sur la qualité de vie peut être mesuré par ces évaluations. Nous avons constaté une amélioration nette en termes de santé mentale. Et ce qui me revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Sandra, il y a le problème de stigmatisation. Et c'est un problème qui n'a pas encore été résolu, puisque la majorité de ces femmes ont dit, oui, maintenant nous sommes mieux acceptés par nos communautés, mais un certain nombre dit encore qu'elles souffrent de cette stigmatisation. Et c'est quelque chose qui touche la victime tous les jours dans la société dans laquelle elle vit à cause de ses croyances traditionnelles. Et c'est très difficile de surmonter ce processus de stigmatisation. Et je pense maintenant, nous attendons une réponse de l'État irakien pour que les femmes voient que les réparations sont visibles, accessibles, qu'il ne faut pas attendre 30 ans pour obtenir ce droit. Oui, alors l'échelle temporelle est peut-être plus réduite si l'on songe aux réparations non judiciaires. Si
l'on fait abstraction des procédures judiciaires si elles existent, parce que nous savons que pour ces crimes dont il est question ici, l'impunité est énorme. Et il faut aussi tenir compte du facteur de retraumatisation. Et merci, Clara, d'avoir éclairé, posé cet éclairage, parce que les mesures réparatrices que vous évoquez sont très utiles aussi pour s'attaquer au problème du traumatisme transgénérationnel. Avec le soutien psychologique à long terme, parce que nous savons que ces traumatismes sont des traumatismes qui durent très longtemps. Ronnie, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à ce sujet? Eh bien, votre rôle essentiel de soutien aux victimes pour ces procédures très difficiles pour avoir accès à une forme de réparation. Oui, j'étais en train de réfléchir à la loi elle-même. C'est sur ce sujet que je voulais rajouter quelque chose. Bon, la loi existe, il faut déposer une demande et il y a aussi la procédure judiciaire avec le dépôt d'une plainte pénale. Les survivants cherchent à guérir, mais à chaque fois qu'ils doivent faire des démarches, tout revient, tout le traumatisme revient. Je travaille avec les survivants depuis le tout début et j'essaie de leur venir en aide de toutes les manières possibles, mais une grande difficulté était bien entendu l'exigence de déposer une plainte pénale pour avoir accès à la réparation dans le cadre de la nouvelle loi. Et beaucoup d'entre elles disaient, et Sandra en a parlé, qu'elles sont interviewées trop souvent. Elles commencent peut-être même à oublier ce qui s'est passé. Elles peuvent se contredire éventuellement pendant un entretien ou oublier une partie très importante de l'histoire et ça peut avoir un impact sur leur plainte pénale. Pour la plainte pénale, bien entendu, il faut fournir une déposition et ce phénomène peut être problématique. Et il y a ensuite le problème des menaces qu'elles reçoivent quand elles nomment les membres d'ISIS. Elles nous contactent, elles nous disent « mais on me menace, je ne sais pas quoi faire ». Et comme elles sont en Irak, c'est difficile, elles ne bénéficient pas de protection digne de ce nom. Et je dirais qu'un autre problème, c'est que pendant les premières années après le génocide, un grand nombre d'ONG internationales emmenaient les survivants ou survivantes à l'étranger. C'était une bonne chose. Le fait de vivre ailleurs et de se sentir en sécurité a été très bénéfique, mais les membres qui étaient en captivité sont revenus et maintenant les familles sont séparées parce que les personnes qui vivent à l'étranger ne peuvent plus revenir. Il peut y avoir des enfants qui sont revenus en Irak après une captivité et leurs parents sont à l'étranger, donc les familles sont éclatées. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour résoudre ce problème, mais jusqu'ici, je n'ai rien de très positif à vous rapporter. Et ensuite, pour conclure sur la plainte pénale, je crois qu'on aurait dû séparer les réparations de la plainte pénale. Quand on exige une plainte pénale pour avoir des réparations, c'est problématique. On aurait dû séparer ces deux procédures. Totalement. Et même dans le texte de la loi, les deux choses auraient dû être séparées. Merci. Cela cadre
totalement avec les messages et les éléments clés que nous avons évoqués et l'importance des processus de réparation non judiciaire. Pouvoir gérer les problèmes de contraintes de temps sans même mentionner les contraintes politiques. Peut-être un dernier mot avant de donner la parole à notre public. Clara, je sais que vous êtes d'avis que les documentaires comme celui de Hassan constituent un outil d'autonomisation parce que c'est une œuvre co-créée et que ces films peuvent apporter une contribution à la promotion de la vérité, de la justice sous différentes formes. Vous avez également parlé de la mémoire, y compris la mémoire collective. Je me posais la question de la guérison. Peut-être que l'une d'entre vous, ou même les trois, aimeriez dire un mot du processus de guérison, parce que nous n'en avons pas parlé nommément dans le cadre de la lutte contre l'impunité ou la justice transitionnelle. Est-ce que vous estimez que la création artistique, comme le documentaire que nous avons vu aujourd'hui, contribue à la guérison, si on peut parler de guérison dans ces cas très complexes? Si vous me le permettez, je crois que ce documentaire est une contribution énorme à la guérison de Mediha, ses frères et au reste de la famille et de la société. La participation est essentielle pour la guérison. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la reconnaissance. Hassan vous a donné la reconnaissance à Mediha et c'est énorme. Cela a changé sa capacité à gérer sa douleur. Elle le dit elle-même. J'ai un désir très fort de m'exprimer, mais je ne peux pas. Et à la fin, l'on voit qu'elle arrive à s'exprimer. Ce n'est pas uniquement grâce aux psychologues, aux thérapeutes, c'est également le résultat de la thérapie par la réalisation du film. Je crois qu'on ne peut pas aller de l'avant, quitter cette salle, penser que nous allons pouvoir trouver des solutions à ces tragédies terribles. Il faut partir en sachant que la participation et surtout la co-création sont essentielles à l'avenir. Les victimes ont une voix. Nous devons entendre cette voix. Et c'est ce que fait le Global Survivors Fund. Notre travail ne réussirait pas, n'aboutirait pas sans cette co-création. Merci, merci Hassan d'avoir permis à Mediha de faire entendre sa voix. Cela a transformé sa vie et je crois que nous allons voir cela de plus en plus souvent à l'avenir. Merci, Clara, Sandra, Ronnie. Je suis sûre que vous aimeriez ajouter un mot, mais si vous le voulez bien, nous allons ouvrir le débat au public et vous pourrez enchaîner et rajouter votre commentaire. Avons-nous des questions dans le public? Une, deux. Nous pouvons commencer par vous. L'on vous apporte le microphone. Est-ce que vous voulez que je me lève? Oui, bonjour. Merci vraiment beaucoup pour ce film. Merci aux réalisateurs. Merci aux intervenantes pour leur contribution. J'ai une question qui s'adresse à Ronnie et peut-être aux autres aussi qui sont sur la scène, les autres personnes. Pour vous, quelle réparation recherchent les victimes? Maintenant que j'ai vu le film,
this Je suis étonnée peaceful, like not revengeful de way voir l'absence de désir de vengeance. to explain Je ne it, sais pas comment but bien l'expliquer, I might think that in the head of the victims mais on that pourrait dire que les victimes awful acts that were committed toward against ne cessant de revivre les événements dans leur tête doivent avoir énormément de douleur et veulent se venger. maybe I wonder if the best solution is to have Je me demande the criminals si la meilleure solution serait de réunir les get their criminels de Daesh avec les victimes ou les poursuivre en présence des victimes. Bien, merci beaucoup. Écoutons la deuxième question avant de donner nos réponses. Allez-y, s'il vous plaît. But again, meanwhile, that really bridges with Je crois là que le lien est fait avec la problématique du temps, de la lenteur de la justice pénale. recall that we're talking about N'oublions pas qu'il s'agit d'une situation où il y a une énorme impunité. Ce n'est pas comme le système judiciaire est branlant et puis il y a ce problème d'immunité. D'abord, je tiens à remercier pour le réalisateur de ce film qui a montré encore une fois ce qui est arrivé le peuple kurde yézidi en Irak. Ça nous déchire les chairs, cette atrocité jamais vue. On ne voit pas tout sur les films, mais on voit une douleur profonde chez les enfants, les jeunes filles, etc. Moi-même, j'ai visité ce camp il y a quelques années en arrière. J'ai vu une personne qui vient de demander, elle n'a pas remarqué la vengeance quand on voit autant d'atrocités. Et c'est vrai, ça vient de leur religion, de la paix avec la nature, toujours de pardon et de ne pas être comme leurs ennemis. Ça vient de ça, ce qui est frappant. Pour moi, c'était la même chose. Mais moi, comme nous avons vu pour cette sensibilité, je remercie encore une fois. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur un autre sujet. Demain, c'est lundi. Dans le Conseil européen, il y aura Ahmed Shah Jolani qui vient de Al-Qaïda, de Daesh, et qu'on a nommé le président de la Syrie. Et on dit qu'il doit être République arabe de Syrie. Maintenant, on vient toutes ces histoires qui étaient faites par le Daesh, l'Union européenne va accueillir une de Daesh comme président qui n'a pas les habits de Daesh, mais avec costa cravate. Et on va donner l'honneur de parler. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a peur de Daesh, parce qu'on va la civiliser. Mais il faut qu'on pense, ce peuple dans la région, qu'est-ce qu'on vit? Et ce n'est pas seulement les comptes politiques, l'intérêt politique qui compte. Mais je remercie pour ce genre d'événement, de sensibiliser la population et prendre leur part pour se positionner. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nos invités souhaiteraient réagir peut-être aux deux interventions. Hassan, don't hesitate to say a word if you wish. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Je n'ai pas entendu la question, je n'ai pas pu chausser mes écouteurs assez rapidement. Mais pour ajouter un mot sur les autres formes de justice, réparation ou guérison, je ne peux que donner le point de vue de Mediha. Vous avez vu à la fin du film, l'enquête, la procédure sur Abu Youssef est en cours.
On n'a pas beaucoup d'espoir pour la conclusion de la procédure, mais dans le film, l'une de ses motivations pendant que nous tournions le film, c'était Abou Youssef. Elle voulait regarder les photos, elle voulait savoir ce qui se passait avec le procès. Après la scène où elle l'identifie, elle a presque plus jamais posé la question. La guérison qui vient de la justice, elle savait qu'elle avait reçu tout ce qu'elle pouvait espérer recevoir. Après, pendant la période de post-production, on tergiversé sur l'idée de flouter le visage d'Abou Youssef. Et on a parlé à beaucoup d'ONG, nos contacts à l'ONU. Ils avaient des avis divergents. C'est une propagande pour Daesh. Et en fin de compte, nous avons demandé Mediha. Elle a dit non, il ne faut pas le flouter. C'est, pour moi, la justice. On va voir son visage. Il sera en disgrâce devant les milliers ou millions de personnes qui vont voir le film et quelqu'un va peut-être le reconnaître. Pour elle, c'était une forme de justice et parce qu'elle ne peut pas espérer grand-chose de la justice irakienne. Oui, alors nommer et identifier. Ronnie, Sandra, Clara. Ronnie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je crois que pour les Yézidis, ce qui importe maintenant, c'est de traduire en justice les auteurs des crimes. Le gouvernement irakien ne lâche pas beaucoup d'informations. Ils disent nous avons arrêté un grand nombre d'auteurs de crimes, mais ils n'en disent pas plus. Et cela n'encourage pas les autres survivants à venir dénoncer des membres de Daesh parce qu'ils n'ont pas confiance, ils ne font pas confiance au gouvernement. Donc, pour tous les Yézidis, pour nous tous, il est important de traduire en justice les membres de l'ISIS, mais non pas uniquement les membres officiels, parce qu'il y avait beaucoup d'autres d'Arabes à Sinjar et dans, des environs qui se sont associés à Daesh lors du génocide. La plupart d'entre eux sont retournés dans leur région dans la plus grande impunité, sans jamais être inquiétés. Donc, nous ne voyons pas venir la justice et c'est ce que nous demandons pour ces auteurs de crimes également. Je dirais également que la dépouille des Yézidis qui sont dans les charniers n'ont pas été identifiées. Les familles voudraient récupérer la dépouille de leurs défuntes et que leurs proches puissent être identifiés. Alors ça, c'est une autre demande. Et enfin, il y a beaucoup de choses, mais peut-être que les plus importants, c'est de réunir les familles éclatées. On ne voudrait pas que dans une famille, il y ait des membres en Irak et d'autres qui sont à l'étranger. Il faudrait essayer de les réunir en Irak ou ailleurs. Mais ce serait mieux pour eux de vivre en dehors de l'Irak, mais on ne veut pas les séparer. Oui, tout à fait. Il y a énormément de défis liés à ces dernières tâches. Sandra, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant de vous donner la parole? Il me semble qu'il nous reste quelques minutes et je crois que quelqu'un d'autre souhaitait poser une question. Mais d'abord, Sandra, je vous donne la parole sur ce qui vient d'être dit. Je voulais revenir à cette question de redevabilité et de traduire en justice ces personnes. En Irak, il y a eu des audiences relatives à ces affaires basées sur la loi antiterroriste. Des milliers de ravisseurs ont été traduits devant la justice. Bien sûr, il y a eu des problèmes avec ces audits, avec ces procédures. Le procès n'a pas toujours été très équitable. Mais du point de vue de la justice
transitionnel, il est pratiquement impossible pour les survivants d'accéder à cette forme de justice. Elles n'ont pas le droit de rentrer dans la salle d'audience, très souvent. Et donc, les victimes ne voient pas la justice dans ces procès, surtout par rapport au génocide et aux crimes contre l'humanité. Il y a eu une commission d'enquête envoyée par les Nations Unies qui se sont rendus sur place pour collecter des données, des preuves pour les possibles crimes contre l'humanité. Mais c'est un processus qui n'a pas abouti. Le gouvernement irakien, par contre, essaye de dire maintenant qu'il souhaite adopter une nouvelle loi qui permettrait de traduire en justice les ravisseurs qui restent en détention en Turquie et ailleurs. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont membres de Daesh qui restent en détention dans ces pays. Donc, il est possible que nous verrons des procès pour les possibles crimes contre l'humanité et les génocides dans un avenir plus proche. Merci. Alors, ce serait bien, en effet, de voir des vrais procès. Vous n'avez pas parlé de faux procès. Je ne dirais pas que c'était des faux procès, mais du point de vue des victimes, des survivantes, ces procès n'ont pas abouti à une forme de réparation, puisque c'était des procès juste pour montrer que ces personnes appartenaient à un groupe Daesh, mais du point de vue des survivantes, ce n'était pas suffisant. Les survivantes voulaient être présentes dans la salle d'audience afin de témoigner, et cette possibilité ne leur a pas été offerte. Alors, il y a des normes internationales, des normes locales pour ce type de procès, mais lorsque vous parlez avec des survivantes et avec les communautés, elles vous diraient qu'il y a d'autres types de procès dans d'autres pays occidentaux où il n'y a pas de peine de mort. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas que la peine de mort ne soit pas appliquée à ce type de criminels. Mais elles auraient aimé être présentes dans la salle d'audience afin de témoigner. C'est ça qui est important pour ces victimes, plutôt que la sanction. Oui, je crois que c'est ce que vous avez dit également sur la participation des victimes dans ce type de justice, peu importe la forme que prenne cette justice ou ces réparations. C'est le principe de participation qui est important. Alors, d'un côté, vous avez la volonté d'organiser ces procès et d'autre côté, vous avez le manque de capacité dans le système judiciaire irakien. Il y a également des limites en termes de capacité. Alors, je crois qu'il y avait encore une question avant que je vous redonne la parole, Clara. Oui. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour ce documentaire. Je suis biologiste moléculaire, en fait, par profession. Je ne connaissais rien de cette situation et j'ai énormément appris. Donc, merci pour ces apprentissages et merci pour vos commentaires également. J'ai une question peut-être naïve, mais je voulais vous demander sur la réunification des familles. Lorsque le dernier frère a retrouvé sa famille, je me demandais si c'était la bonne décision. Puis Mediha doit maintenant devenir une mère également pour son petit frère. C'est une sacrée responsabilité pour elle et pour la famille. Je comprends le sentiment, le besoin
de rechercher une réunification familiale dans ces affaires, mais est-ce que il est vraiment judicieux de donner cette responsabilité à une fille et à la famille? Et du point de vue de réparation, j'aimerais bien que vous m'expliquiez davantage. Clara, je vous donne la parole. C'est une question très compliquée. Mais pour revenir à la justice et la participation, la justice est une forme de réparation et très souvent les victimes recherchent la justice devant un tribunal, une justice pénale. Et la meilleure façon d'aboutir à une justice pénale est de faciliter la participation des victimes pour que les victimes puissent venir témoigner devant un tribunal. Alors, très souvent, ces femmes qui sont victimes d'atrocités sexuelles, parfois, elles ont été endommagées physiquement, mentalement. Il est très important pour ces femmes de s'exprimer. Je crois que nous nous trompons souvent avec la justice transitionnelle, puisque la justice transitionnelle ne veut pas forcément dire la documentation, les enquêtes, les preuves. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait, de documenter ce type de crime? Et comment permettre aux victimes de s'exprimer vraiment? La semaine dernière, nous avons entendu un témoignage de Riyad qui a dit quelque chose d'extrêmement profond. Il a dit qu'il était détenu plus de 20 ans. Il avait également été victime de violences sexuelles en détention. Et il a dit, en sortant, j'avais besoin, ou j'avais le sentiment que je voulais retourner en détention, puisqu'il n'y avait personne pour m'aider. Et c'est tout souvent le sentiment de ces victimes. Il n'y a personne pour aider les victimes dans leur réhabilitation. Et en même temps, on demande beaucoup de ces victimes de s'exprimer devant un tribunal et de chercher une justice pénale. Et je crois que dans le film, le docteur Newman parle de cette question d'est-ce qu'il faut séparer les frères de leur famille. Et en fait, la participation de la famille dans la décision était intéressante. Il n'y a pas une seule approche unique dans ce type d'affaires. Il faut toujours chercher à créer des espaces sûrs pour les participants, pour les victimes, pour qu'ils puissent participer dans ce type de décision. En effet, c'est un début d'une recherche d'une justice compréhensive, une justice inclusive. Avons-nous le temps pour une dernière question? Oui, une dernière question. Merci. Alors, il me semble que vous avez dit qu'il y avait peut-être des bénéfices de la séparation des réparations de la question de justice. Pourriez-vous expliquer davantage ce principe? Par exemple, les questions du timing, puisque la justice prend énormément de temps. Et lorsque quelqu'un est jugé pénalement responsable, en Allemagne, il y a eu des affaires, par exemple, contre des membres de Daesh. Comment est-ce que cela aide les victimes dans leur demande de réparation, notamment quand une personne est membre d'une organisation et non pas un État? Qui souhaite répondre à la question? Ronnie, n'hésitez pas à lever la main et à intervenir si vous le souhaitez. Alors, en principe, le meilleur intérêt, dans le meilleur intérêt des survivantes, ces deux processus doivent être séparés. Les survivants ont besoin de décider s'ils souhaitent déposer une plainte pénale ou s'ils souhaitent obtenir une autre forme de réparation sans ces conditions qui ont été imposées très souvent en Irak.
suite à cette loi sur les survivants yazidis. Même si la condition n'était pas formellement incluse dans la loi. Il faut toujours chercher à comprendre ces processus du point de vue des survivants et non pas du point de vue d'une personne qui habite dans un pays occidental, qui bénéficie de tous ces crimes, de tous ces services, qui bénéficie d'une aide judiciaire lorsqu'on est victime, même si le criminel n'a pas été identifié. Il faut toujours chercher à se mettre à la place des victimes dans ces pays où le système judiciaire n'a pas la même capacité. Les survivants qui doivent subir tout ce processus pénal avant d'obtenir une forme de réparation et de reconnaissance, ce n'est pas juste. Et souvent, les victimes n'osent pas s'exprimer à cause de ce système. Très souvent en Irak, les survivants voulaient des enquêtes pénales et l'ont accueilli favorablement et voulaient se rendre au tribunal pour témoigner, puisque ils pensaient que ça les découragera les faux survivants dans leur communauté. Et je pense que Ronnie le sait également qu'il y a parfois des faux survivants qui se positionnent en survivants. Personnellement, je n'étais pas favorable The criminal complaint requirement. à cette idée de déposer une plainte pénale. Ouais. Je crois que 95% des survivants éligibles ont pu être identifiés maintenant, mais je crois que c'était en effet un problème au début de ce processus You wanted to add de something? devoir déposer cette plainte pénale. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Clara? Nous donnerons la parole à Ronnie, je crois, pour conclure ces débats et ensuite, je pense que nous pourrons poursuivre ce débat avec Hassan, Clara, au café ou après la fin de ce débat formel. Ronnie, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter pour conclure cette discussion? Vous avez la parole. Je tenais à remercier Hassan en particulier, puisque c'était un film extraordinaire. Je n'aime pas souvent l'idée de demander aux survivants de raconter leur histoire. Et je crois que Hassan a fait quelque chose de très différent. Il a compris qu'elle cherchait à retrouver son frère et que c'était une famille qui habitait toujours dans le camp. Donc c'était important de le voir et de voir la situation actuelle des communautés yazidis dans ces camps. Nous entendons souvent cette histoire de captivité, mais nous ne voyons que très peu la situation actuelle. Donc je pense que Hassan a fait un choix très judicieux à partager la situation actuelle des Yazidis. Et pour ce qui est des plaintes pénales, je suis d'accord avec Sandra. Je crois qu'il est vrai qu'il est important d'avoir ce processus pour éliminer les faux survivants de ces procédures. Mais très souvent, les survivants déposent la plainte pénale très vite, sans réfléchir à toutes les informations importantes qu'il faudra donner sur les ravisseurs. Souvent, il faut se rendre à plusieurs agences différentes
Et donc, les survivants disent que quelques informations très rapidement afin de clore la demande le plus rapidement possible. Donc, je pense que c'est pour cela qu'il faut séparer ces questions de la plainte pénale et de la poursuite de la demande des réparations. Nous passons de côté, il y a beaucoup d'informations importantes, du coup, sur les membres de Daesh. Alors, je sais que l'UNITAD est maintenant partie, mais je voulais bien qu'il y ait une autre agence qui s'en rende en Irak pour documenter les histoires des Yazidis, puisqu'il y a toujours beaucoup d'histoires à raconter. Et je crois qu'il faut poursuivre cet effort de documentation. Les Yazidis ne souhaitent pas que ce soit le gouvernement irakien responsable pour ce processus. Donc, nous aimerions bien voir d'autres agences internationales venir remplacer le travail de l'UNITAD. Alors, je remercie à tout le monde qui est venu écouter et voir ce film et écouter les histoires des Yazidis. Merci, Ronnie. Merci, Hassan. Merci, Sandra. Merci, Clara. Et je remercie également le public d'être resté pour ce débat aussi tard. Alors, je crois que le dernier mot, c'est la confiance. Tout simplement, sans confiance entre Mehdi et vous, Hassan, nous ne serons pas ici aujourd'hui pour ce débat. Donc, je vous remercie pour cette confiance. Merci.